L'Europe économique avance, l'Europe politique piétine. De Gaulle, favorable à l'intégration économique, ne veut pas entendre parler d'intégration politique. Il rejette toute idée d'Europe supranationale et défend la conception d'une Europe fondée sur la coopération des États. La France refuse toute avancée communautaire. Les partisans d'une Europe fédérale reprochent au général son intransigeance. Mais je n'ai jamais, quant à moi, dans aucune de mes déclarations, parlé de l'Europe des patries, bien qu'on prétende toujours que je l'ai fait. Ce n'est pas bien sûr que je renie, moi, la mienne. Bien au contraire, je lui suis attaché plus que jamais, et d'ailleurs, je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. L'Angleterre avec ses Anglais, en revanche, le général ne veut pas en entendre parler. Le premier Britannique, Harold Macmillan, a beau plaider la cause de la Grande-Bretagne, la porte de l'Europe reste fermée pour longtemps aux voisins d'outre-Manche. Alors il est possible qu'un jour, l'Angleterre parvienne à se transformer elle-même suffisamment pour faire partie de la communauté européenne sans restriction, sans réserve et de préférence à quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, les six lui ouvriraient la porte et la France n'y ferait pas d'obstacle. De Gaulle dit non aux Anglais et ouvre ses bras à l'Allemagne. Renonçant à un accord politique entre les six, le général privilégie la réconciliation et la coopération avec l'Allemagne occidentale. La signature du traité franco-allemand, une semaine seulement après le veto de la France à la candidature britannique, inaugure l'axe Paris-Bonn, qui va être pendant 3 décennies le moteur de la construction européenne. Cette visite officielle, la première en Allemagne d'un chef d'État français, ne permit pas seulement de préciser avec le chancelier Adenauer les modalités politiques de la nouvelle entente. Elle ne fut pas seulement une rencontre de courtoisie assortie des cérémonies et des réceptions protocolaires habituelles. Elle fut, à proprement parler, un événement extraordinaire, un événement historique. Car le général de Gaulle se trouva soudain placé devant un fait dont personne, pas même lui, n'avait prévu l'ampleur, l'adhésion du peuple allemand, qui voit aujourd'hui en lui l'homme qui lui a redonné à la face du monde la dignité. Ce peuple à qui le général a choisi de s'adresser dans sa propre langue. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. La coopération à 2 ne fait pas l'Europe à 6. Toujours rétif à toute démarche supranationale, De Gaulle veut empêcher que, comme l'a prévu le traité de Rome, les décisions au sein de la communauté soient prises à la majorité. La France fait des preuves de force et pratique la politique de la chaise vide. De Gaulle obtient gain de cause. Le compromis de Luxembourg prévoit que l'unanimité s'impose lorsque les intérêts vitaux d'un pays sont en jeu. Ainsi, les mécanismes d'intégration politique prévus par le traité de Rome sont remis en cause. L'Europe politique fait du surplace. En revanche, l'intégration économique avance. Le marché commun est un succès. Les barrières douanières sont abolies 18 mois à l'avance, au 1er juillet 1968. 10 ans après la signature du traité de Rome, le bilan paraît largement positif.